Bonjour à tous, mon nom est Isabelle Marquis, stratège en communication et marketing alimentaire. J'ai le plaisir aujourd'hui, au nom du Réseau canadien d'innovation en alimentation, de m'entretenir avec Madame Sylvie Turgeon. Première entrevue d'une série de 12 que je vous présenterai sur l'innovation alimentaire cette année. Madame Sylvie Turgeon, donc professeure en sciences des aliments de l'Université Laval, chercheure à l'INAF et co-directrice du Gastronomic Lab. C'est en particulier du Gastronomic Lab dont on aura le plaisir de parler aujourd'hui. Bonjour Sylvie et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de parler un peu plus du Gastronomic Lab et de nos travaux. Avec grand plaisir. Donc, commençons directement, entrons directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on a tous, de près ou de loin, entendu un peu parler du Gastronomic Lab, ne serait-ce que de voir le nom passer, qui est intriguant, mais tellement bien choisi. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Le Gastronomic Lab, c'est en fait une unité mixte de recherche. Donc, une unité mixte de recherche, ce que ça veut dire, c'est qu'on met ensemble, deux institutions mettent ensemble leurs ressources pour travailler sur un sujet, une thématique donnée. Donc, dans notre cas, c'est l'Université Laval qui s'est associée avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, pour faire des travaux de recherche, faire de la formation d'étudiants, faire du transfert, des communications autour d'un grand sujet qui est la gastronomie. Donc, ce qu'on fait, les sciences gastronomiques, ça peut paraître un peu vague, mais il faut le voir que pour nous, la gastronomie, c'est on le considère de façon très inclusive, c'est-à-dire qu'on va aller de la production d'un aliment jusqu'à sa consommation. Donc, autant par des applications, des transformations culinaires que des transformations alimentaires. Donc, les chercheurs qu'on a invités à travailler dans cette unité mixte de recherche-là viennent de plusieurs secteurs d'activité, plusieurs domaines. Donc, autant du côté de l'anthropologie que des sciences de l'économie, marketing, sciences alimentaires, c'est évident, sciences des chefs et des gens des sciences culinaires, évidemment, mais on veut vraiment toucher à plusieurs aspects de notre programmation de recherche. On l'appelle une grande assiette qui inclut autant la connaissance des produits distinctifs du Québec, mais également du comportement du consommateur et des aspects de gestion de restauration aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une première au Canada de marier la science ou en fait de mettre la science au service de la gastronomie au sens large? Oui, tout à fait. Quand on a fondé en 2017 avec nos partenaires, le Gastronomic Lab, on avait évidemment regardé ce qui se passait au niveau canadien et international. Et même s'il y avait des initiatives, par exemple, en Europe qui se faisaient au niveau canadien, il y a vraiment rien. Puis à ce moment-là, même au niveau nord-américain. Donc, c'est vraiment effectivement une première. Puis de rapprocher la science culinaire et la science des aliments. Souvent, une se nourrit de l'autre, mais de les faire travailler ensemble, c'est une première. Merveilleux. Et on a le bonheur d'avoir ça dans la belle ville de Québec. Et Euh, Montréal. On est à deux c'est endroits, vrai, Québec et c'est vrai. Montréal. Avec l'ITHQ, merci. J'ai eu Exactement. le plaisir en décembre dernier d'assister à une de vos présentations. Vous nous aviez fait part des résultats de certaines recherches en cours à travailler en fait avec les légumineuses. On en parle beaucoup des légumineuses depuis quelques années et ça s'accélère, ça se concentre pas mal avec le développement là, de tous les centres de recherche en lien avec ces fameux ingrédients-là. Mais vous avez essayé de les travailler dans différentes matrices, d'utiliser leurs fonctions multiples pour différentes choses, notamment substituer des matières grasses dans des différents aliments. Pourquoi avoir choisi les légumineuses dans vos recherches? Est-ce que c'est simplement question de tendance comme telle, parce qu'il y a une demande ou parce qu'il y a chimiquement parlant dans la légumineuse quelque chose de magique qui mérite d'être exploré? Ben, je te dirais que l'idée initiale du projet partait de l'intérêt dans l'équipe. On a travaillé beaucoup sur des ingrédients purifiés dans le passé. Dans mes travaux antérieurs, on travaillait avec des isolats de protéines, des concentrés de protéines qu'on faisait interagir avec des stabilisants comme des pectines et autres. Puis on avait vu, donc, à travers ça, un outil pour développer des nouveaux ingrédients. Mais on sait que depuis son recul, il y a 4-5 ans, déjà la tendance sur avoir des ingrédients, une liste d'ingrédients simplifiée,
des ingrédients sur l'étiquette que le consommateur comprend bien, ça nous a amené à se questionner, parce que se rapprocher d'utiliser au lieu d'ingrédients purifiés, de se rapprocher de l'ingrédient brut. Et puis, on s'est penché sur la légumineuse parce que justement, c'est une source de protéines importante. Donc, sa composition comme ingrédient entier, si on peut dire, est intéressante. Puis peut-être anecdote, au début, ce qu'on visait, c'était vraiment de faire interagir cette purée de légumineuses avec, par exemple, un autre ingrédient qui serait riche en pectine pour avoir des complexes, parce que c'est mon sujet de recherche depuis 20 ans, pour se rendre compte finalement que la purée de légumineuses en elle-même a été très peu étudiée, pour ne pas dire pas étudiée. En littérature, on sait à peu près rien, mais qu'elle a démontré dès le départ en elle-même toute seule beaucoup de propriétés intéressantes. Donc, c'est pour ça que finalement, on s'est recentré, puis on a vraiment mis beaucoup plus d'efforts, je dirais même que prévu, sur la purée de légumineuses. Ça rejoint donc l'aspect, c'est ça, du consommateur qui veut avoir plus de produits d'origine végétale. C'est aussi un produit qui est produit au niveau, le Canada est un des principaux producteurs de légumineuses au monde, mais qui est pas encore beaucoup utilisé et transformé ici. Au Québec aussi, c'est une ressource qui est en croissance. Puis, il y a un potentiel, je pense, de valorisation qui est important qu'on a voulu explorer. Mais étrangement, dans la littérature scientifique, il y a beaucoup de choses sur des farines, des concentrés, des isolats, de certains ingrédients, mais la ressource entière, puis préparée sous forme de purée. Puis là, le côté purée, c'est ce qui rejoint les applications culinaires. C'est facile à faire dans une cuisine de restaurant, mais également dans une cuisine institutionnelle. Donc, c'est là qu'arrive la petite saveur du Gastronomic Lab où on s'est dit, essayons de travailler avec des outils qui proviennent des cuisines, d'avoir une façon de les transformer qui est simple, qui laisse pas de coproduits, parce que qui dit aussi concentré isolat, dit des coproduits à valoriser. Dans notre cas, on valorise la ressource en entier. Merveilleux. Ben justement, parlons des résultats préliminaires que vous avez déjà eus. Vous avez déjà fait plusieurs tests, en fait, dans un certain nombre de matrices. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Donc, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est aussi prometteur qu'on voudrait que ce le soit? En fait, le contexte dans lequel on a commencé à travailler, c'était pour remplacer, comme tu mentionnais, de la matière grasse dans les formulations. Essayer de réduire la teneur en matière grasse de formulation. Nous, on a voulu s'attaquer à des formulations qui sont riches en matière grasse, comme les mayonnaises. Puis on a travaillé aussi sur d'autres sauces de type sauce hollandaise. Et ce qu'on voulait donc, c'est trouver comment préparer ces purées-là, comment les incorporer, puis est-ce qu'on réussit quand même à avoir un produit qui, au point de vue de la consistance, de la viscosité, de l'apparence, mais éventuellement sensorielle, se compare bien. Fait que peut-être pour imager un petit peu pour les auditeurs ce qu'on a fait, j'ai préparé quelques diapositives que je pourrais partager maintenant, si tu le veux bien. Donc, premièrement, sur la préparation d'une purée, ce qu'on voit ici à l'écran, concentrons-nous sur les photos, c'est donc les purées selon la teneur en eau qu'on a dans la purée, donc ou à l'inverse, la quantité de solide. Donc, si on se déplace de gauche à droite avec les photos, lorsqu'on a plus d'eau, on voit que la purée qui a été préparé dans exactement les mêmes conditions. Donc, j'omets ici toute l'étape de trempage, de cuisson, etc. Ça, les auditeurs pourront en voir tous les détails sur notre site web. Je donnerai des liens un peu plus loin. Mais si on regarde le produit fini, qui est la purée qu'on va vouloir utiliser comme ingrédient fonctionnel, ici, on voit que lorsqu'on se déplace vers la droite, la purée est beaucoup plus consistante. On la sent là, à travers la photo, consistante, plus solide. Ensuite, on l'a utilisé dans une formulation de mayonnaise. Donc, j'ai mis ici, puis ça aussi, ça pourrait être retrouvé sur le site. Donc, une mayonnaise régulière, on a 80% de matière grasse. Et ce qu'on a étudié dans le cadre du projet, c'est de réduire à 60, 40 ou 20% de matière grasse en remplaçant, donc, chaque gramme enlevé par un gramme de purée. Je vais vous présenter 2 photos. Une première qui montre avec un modèle où on a réduit de 80 à 60% de matière grasse, l'impact de la teneur en eau de nos purées. Et dans un deuxième temps, je vais utiliser une purée avec une teneur en solide précise pour aller voir l'impact de réduire de plus en plus la teneur en matière grasse. Donc, allons-y avec le premier cas de figure. On a réduit de 20% la teneur en matière grasse et vous voyez que lorsqu'on a une purée qui est plus liquide, un peu plus d'eau,
vous voyez la mayonnaise, ce qu'on appelle, ce qui n'est pas une vraie mayonnaise, mais une mayonnaise réduite en matière grasse, on voit qu'elle s'écoule plus de la cuillère. Comparativement, lorsqu'on augmente la teneur en solide, qu'elle se maintient un peu plus. Si on va maintenant avec une même teneur en solide, qu'on a choisi ici 20% pour l'illustration qu'on vous présente, et en fonction de la réduction en matière grasse, lorsqu'on se dirige vers la droite, on sent ici que c'est très consistant, presque très solide. Puis, on se dirige plus en termes sensoriels vers une texture qui ressemble un peu à de l'hummus même. Mm-hmm. Donc, on voit ce que je voulais imager par ça ici, c'est que dans le fond, dépendamment de l'application, on a juste à trouver les conditions optimales en termes de teneur en solide, de réduction de matière grasse pour obtenir la texture, puis éventuellement le côté sensoriel voulu. Ce qui est peut-être fascinant, que tu voudrais commenter parce que tu as participé à un atelier où vous y avez goûté, fait que peut-être que tu aurais des réactions par rapport à ça aussi à partager. Absolument. En fait, ce qui est fascinant, c'est que déjà au niveau visuel, je pense qu'on voit bien, si je prends le premier, le 60%, qu'en substituant ne serait-ce que 20% des matières grasses par la purée légumineuse, visuellement, en texture et tout ça, c'est très similaire à une mayonnaise normale, si je pourrais dire qu'on connaîtrait. Et effectivement, pour y avoir goûté, c'était surprenamment similaire. Et je me souviens que dans les dégustations qu'on a faites, j'ai été particulièrement épatée par la version 40%, donc qui est une substitution quand même substantielle des matières grasses où on avait encore une texture en bouche qui était très intéressante. Un transport de saveur aussi qui était quand même intéressant parce qu'on est d'accord, plus on réduit les matières grasses habituellement, les matières grasses se trouvent à être nos transporteurs de saveur. Donc, plus on les réduit, moins on a de goût habituellement, mais c'était pas le cas. C'était encore très savoureux. Et avec une texture en bouche qui était très agréable, où je m'attendais à ce que ce soit passablement sablonneux, puis qu'on ait justement plutôt l'impression de manger de l'hummus qu'une mayonnaise. Mais non, franchement, c'était superbement bien réussi et plus que prometteur, même, je dirais. C'est très impressionnant. Puis peut-être que je donnerais très rapidement un deuxième exemple qui est dans ce cas-ci une émulsion chaude, c'est-à-dire qu'on a osé remplacer le beurre dans une sauce hollandaise. Et comme ce qui est présenté ici, on a réduit de 60 à 20%, à 25% en matière grasse en substituant par cette fois-ci une purée de lentilles rouges à 17,5% de solide. Et simplement pour vous montrer, les sauces étaient faites ici au Thermomix. Il est difficile peut-être de voir, mais lorsqu'on nappe, on voit comment la sauce nappe sur la cuillère, on voit que quand même, c'est à s'y méprendre. Absolument. Puis à gauche, c'est simplement pour illustrer, ça veut dire que pour faire 1 litre de sauce hollandaise, on est passé de 150 grammes de beurre à 250 grammes de beurre. Donc, ce qui est pas rien comme réduction. Donc, peut-être simplement mentionner, puis on remettra l'adresse un peu plus tard, que tous ces résultats-là sur comment faire la purée, comment faire les prototypes qu'on a mis en place, sont disponibles sur notre site web gastronomiclab.ca, diffusion, vulgarisation, et vous pourrez retrouver tout ça dès maintenant sur notre site. Merveilleux. Mais merci pour ces résultats-là. Si on parle de la suite, parce que j'imagine en ayant déjà des résultats préliminaires aussi intéressants et aussi prometteurs, vous devez déjà avoir commencé à penser à une suite et d'autres tests dans d'autres types de matrices alimentaires où ça pourrait être intéressant. Quelle est la suite de ce projet-là? En fait, on a plusieurs projets qui ont même déjà débuté sur, par exemple, l'utilisation d'autres types de légumineuses, parce que là, ce que je vous ai présenté, c'était avec des lentilles rouges, mais on a également des étudiants qui travaillent sur d'autres légumineuses. On a des travaux qui se font également sur l'incorporation dans des gâteaux. Donc, pas juste pour remplacer la matière grasse cette fois-ci. Dans un cas, c'était pour remplacer les œufs, mais de façon plus générale, un projet de doctorat qui se réalise autour de l'utilisation de ces purées de légumineuses-là, mais comme pour modifier finalement la texture d'un produit à base de farine qu'on obtient, donc des gâteaux, mais comme source de créativité. C'est-à-dire, au lieu de remplacer puis d'essayer d'avoir la même chose, ben, mettons-en en différentes proportions, puis regardons qu'est-ce que ça donne. Puis là, on arrive avec une diversité de produits, un nouveau, finalement, dessert, en guillemets,
mais qui est pas nécessairement un brownies, qui est pas nécessairement un gâteau éponge ou autre. Donc, essayer d'utiliser, donc d'introduire ce type d'ingrédients-là multifonctionnels dans des formulations pour nous amener ailleurs. Parce que même pour les mayonnaises, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, dans le cadre de l'atelier, on l'a goûté en se disant, ben, est-ce qu'on remplace directement de mayonnaise? Mais la mayonnaise est un ingrédient de bien d'autres formulations. Bien sûr. Qu'à ce moment-là, les critères de certaines différences au niveau de texture pourraient devenir un atout dans l'utilisation dans un autre plat, dans un repas, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on va continuer dans les prochaines années. On va essayer aussi, je l'ai peut-être pas mentionné, mais notre purée, on l'a fait jusqu'à maintenant avec un Thermomix, qui est plutôt un outil du côté culinaire. Puis on va également s'intéresser à aller utiliser des outils, des équipements plus du type transformation alimentaire pour qu'une entreprise du secteur alimentaire qui veut le faire en grand volume puisse le faire également. Merveilleux. Ben, on a en tout cas des gens de tous les secteurs d'agroalimentaire qui nous suivent, autant en restauration qu'en transformation alimentaire. Donc, je pense que plusieurs se sentiront concernés. Est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions, qui souhaiteraient entrer en contact avec vous pour en savoir plus, voire même vous proposer un projet, est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire avec le Gastronomic Lab? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on mettra un diapo avec mon contact courriel. Évidemment, ce projet-là, par exemple, a été réalisé grâce à l'appui de partenaires industriels qui se sont intéressés dès le départ à la question de recherche qu'on avait. On peut monter effectivement des projets. On a en cours aussi, si je donne brièvement d'autres exemples, on s'intéresse aussi aux ressources forestières du Québec. Donc, on a eu des projets avec par exemple, les épines ou les bourgeons d'épinette, de sapin baumier, etc., caractérisation sensorielle. On a également un projet qui est en cours avec la filière mycologique de la Mauricie où on caractérise les aspects sensoriels de près de 35 différents champignons qui poussent ici au Québec. Donc, on est toujours ouvert et on a travaillé sur les produits de l'érable également. Donc, oui, effectivement, faut pas hésiter à nous contacter. Si c'est pas nous qui peuvent répondre directement à leurs questions, on va trouver dans notre réseau quelqu'un qui pourra les aider. Mais ça va nous faire plaisir. Et pour tous ceux qui utiliseront éventuellement des purées dans leur formulation, on aimerait bien être tenu au courant des succès que vous avez c'est ce qui nous motive, en fait, à faire ces travaux de recherche-là, d'avoir le plus de retombées possible en termes d'application. Absolument. Ben, on va essayer de faire rayonner ça le plus possible et d'encourager, comme vous le dites, les échanges de l'ensemble de la communauté du réseau sur ce sujet-là. Merci infiniment. C'était fascinant et très, très intéressant. J'ai bien hâte de voir la suite de tout ça. Puis, tel que proposé, je vous inviterai à nous mettre à l'écran vos coordonnées et à tous ceux qui veulent entrer en contact, soit directement avec le Gastronomic Lab ou bien avec le Réseau canadien d'innovation pour en savoir plus. Merci encore beaucoup, Sylvie. Ben, c'était un grand plaisir. Puis, à travers le site web, vous pourrez trouver un peu plus largement tout ce que nous faisons au Gastronomic Lab. Merci beaucoup, Isabelle, de cette entrevue. C'était très apprécié. Grand plaisir. À bientôt. À bientôt.